Simon? Première émission dans voilà, les petite champs. référence au grand JD là. Non, mais... En mode jeu vidéo. Et voilà, on est là, on est dans les champs et on va parler d'inspiration. Voilà, on est en vacances ensemble avec Émile, vous l'avez Bonsoir. reconnu. Et on avait envie de vous parler un petit peu de projet parce que ça nous tient pas mal à cœur en fait. Eh oui. On en parle énormément ensemble et on avait envie de vous partager un petit peu tout ça. Ça fait depuis combien de temps, Simon, qu'on crée au final? Et qu'on crée. J'étais en J'ai grande l'impression section. d'avoir toujours un peu fait ça moi. En 5e, rien à voir. Mais non, mais on avait même. Alors oui, de la vidéo, on s'est mis en 5e. Ouais. Et même avant, on s'amusait à bricoler des trucs ensemble. C'est plus ou moins depuis qu'on se connaît. En fait, ça va bientôt faire. Ça va faire 17 ans, ouais, au final. 17 ans. On s'amuse à créer des trucs, hein. On a Au toujours final, fait oui, des c'est ça. histoires avec, on a fait C'est des ça. stop motion et tout quoi. C'est Petite ça. image. Stop motion d'époque. On verra. Faut que je retrouve. Mais oui, c'est ça. Donc du coup, finalement, on a toujours eu besoin de créer, mais seulement pour créer, il faut de l'inspiration. Et c'est un peu le premier sujet de cette émission, parce que cette émission va être divisée en 4 sujets qui vont être en gros l'inspiration pour le premier, ensuite un peu les différents processus artistiques. Les différents processus, en tout cas ceux qui nous paraissent importants. Je pense que je suis 10 fois plus grand que toi parce que je suis sur la butte. Tiens, vas-y, on se décale un peu. Ouais, carrément. Donc, voilà. Simon, dis-moi, comment est-ce que toi tu fais pour être inspiré? Quels sont les facteurs, les choses qui t'inspirent? Ça va paraître un peu cliché, mais peut-être faire exactement ce qu'on fait là, c'est-à-dire marcher. Marcher dans des paysages un petit peu différents de ceux qui Ouais. m'entourent d'habitude. Oh, il a klaxonné. Yes. Ouais, c'est le tracteur a klaxonné. Le tracteur. Écoute, on est dans un coin qu'on connaît. En fait, pour vous dire, on est ici en Bretagne, dans ma maison de famille d'enfance. Ouais. Et c'est le premier lieu dans lequel j'ai été inspiré. C'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, évidemment. Ici, ouais. Mais c'est que pour moi, finalement, quand je suis un petit peu en manque d'inspiration, tout ça, j'ai cette nature à revenir un petit peu à mes débuts et revenir toujours un petit peu à aux sources. qu'est-ce qui m'inspirait gamin, qu'est-ce qui me donnait envie de jouer, qu'est-ce qui me donnait envie de m'amuser un petit peu. Voilà, et c'est toujours cet aspect. Alors ça peut passer par des objets comme un bâton qui va ressembler à un fusil. Ouais. Quand on est enfant, ça peut passer par des jouets, des déguisements, des choses comme ça, et surtout la nature dans ce qu'elle a de plus terrain de jeu en fait. C'est-à-dire de trouver des lieux qui vont faire penser à des châteaux forts, des lieux qui vont faire penser. Voilà, et plus on grandit, plus on mûrit le truc et qu'on essaye de s'approcher de lieux de plus en plus vraisemblables. L'imagination se perd, donc on est obligé de partir vers des choses plus concrètes. Plus concrètes. On va finalement, la forêt va t'inspirer une chose, c'est la forêt, quoi. Le marché va t'inspirer un peu d'errance et tout ça. C'est ça. Oh là là, le câble. Tu galères. Ok. On a un peu de longueur de câble en fait. Ouais. Et donc oui, voilà, moi c'est quelque part à la fois revenir à la base et en même temps le fait de se déplacer, donc quelque part aussi sortir un peu de sa zone de confort, en tout cas celle dans laquelle tu es actuellement C'est-à-dire dans la une période de ta vie, quoi. voilà, c'est ça. Et toi, Émile? Je sais pas, mais donc ça c'est ce qui t'inspire par exemple pour écrire un scénario ou alors pour réaliser un court-métrage, ou qu'est-ce que ça va t'inspirer, ou même écrire des poèmes? Est-ce que ça va être à chaque fois la même source d'inspiration, ou alors il y a vraiment des inspirations précises par type de sujet ou de moyen d'expression? C'est-à-dire pour une poésie, est-ce que tu vas avoir le même type d'inspiration oui, que pour un court-métrage, ou alors est-ce que dans quel sens en fait? Étonnamment, en fait, quand j'écris, finalement, j'ai un peu le même processus qu'en vidéo, c'est-à-dire que j'ai envie de raconter des histoires, mais surtout en fait des univers un petit peu, des ambiances, des choses qui m'habitent, cette espèce de flamme qu'on a quand on a envie de raconter quelque chose. Et donc, alors la poésie, ça m'est pas arrivé récemment, mais c'est quand même ici que me sont venus mes premiers poèmes. Ouais. Ton premier poème, tu l'as écrit en t'inspirant d'ici ou ici? Pas mon premier, mais tout mon premier recueil, en fait, il vient d'ici. Je l'ai écrit en partie ici, et pour le reste en m'inspirant d'ici, en effet. Alors là, ça va Donc être il y a quand même besoin de lieu. Ouais, parce que voilà, j'essaie de montrer un petit peu le lieu. Heureusement qu'on a de la longueur de câble. Hein. Ah oui. Là, c'est complexe de passer ici, hein. Fils de plume vous emmène à l'aventure. Alors là, je peux vous dire. La Bretagne, ça vous gagne. Oh là là. D'ailleurs, pour un temps breton, je suis un peu déçu là.
Ouais, il pleut même pas. Non, il pleut même pas, il y a pas un nuage dans le ciel. J'ai jamais vu ça en Bretagne. Ah, mieux comme ça. Attends, voilà, j'ai rattrapé le câble un peu, c'est compliqué. Ouais. Bon, il y a des choses qui sont peut-être pas très utiles à être écoutées, Oui, mais oui. il faudra avoir le contexte visuel. On vous conseille, si vous regardez cette émission sur Deezer, si vous voulez sur Deezer, de la regarder sur YouTube. C'est ça, c'est ça. Et mais du coup, voilà, ok, ça, en fait, ça dépend un peu aussi du contexte d'écriture. Pour un poème ou pour C'est ça. un court métrage, tu vas pas être inspiré par les mêmes choses. Bah, en fait, moi, j'ai pu vivre, comme toi, 2 ans à Paris. J'ai beaucoup vécu à la campagne. J'ai été en vacances à la campagne et tout ça. Et en fait, à chaque fois, ça m'a donné des œuvres différentes, mais que j'ai essayé de mettre bout à bout. Et plus j'avance, plus je me rends compte que finalement, plutôt que d'être jusqu'au boutiste, le mieux, c'est de réussir à trouver le juste milieu entre toutes ces ambiances pour faire une œuvre la plus riche possible. Et c'est ce que j'essaye de faire dernièrement sur une grande œuvre que vous verrez peut-être un jour. Les dos, ouais. Et c'est ce vers quoi je vais tendre, mais pour l'instant, je me suis un peu formé plus à l'exercice de style, à me dire je veux faire un univers et je vais aller jusqu'au bout là-dedans et pas de juste milieu. Donc ce qui m'inspire, c'est l'errance, la campagne, voilà, bah, il me faut être entouré un peu de ce milieu-là. Si à l'inverse, j'ai envie de parler d'une cité glauque et tout ça, finalement... Finalement, c'est sûr que Paris et voilà. la cité d'Abraxas, Et puis en plus, c'était pas mal, quoi. Moi j'étais à Noisy-le-Grand, donc il y avait un petit peu cette ambiance de ville, ce que j'appelle les villes 3D, où en fait tu as presque autant de souterrains et d'étages que tu n'as d'espace gauche-droite, quoi. C'est vraiment... C'est un empilement un peu. Un peu, ouais. Mais en fait, tout ce qui est société de masse ou des trucs comme ça va être beaucoup plus inspirant que quelque chose, si tu veux, bah c'est sûr... pour écrire, si jamais tu avais écrit Le Hobbit ou quoi, ah oui, c'est sûr, s'inspirer de la cité d'Abraxas ou de Paris, c'est un peu non, moins, plus ouais, complexe, tout de suite. Ouais. Mais Simon, dis-moi, j'ai une question existentielle, on va à droite ou à gauche? On va aller à gauche parce qu'on a encore un petit peu de temps. Très bien. Ça me paraissait plus attrayant à gauche en plus. Alors, oui, mais t'as raison. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que là, je te parle de choses très concrètes parce qu'on parle de courts-métrages ou de poèmes. Ouais. Mais toi, dans la musique, qui est quand même un art beaucoup plus abstrait, oui, complètement. Qu'est-ce qui t'inspire en fait? En quoi ça peut être différent de l'inspiration que moi je peux avoir pour faire justement de l'image? Ben, déjà, c'est sûr que toi, dans ce que tu fais, que ce soit même l'écriture ou l'art visuel, bah, forcément, tu te poses sur quelque chose qui est très concret. La musique, en fait, on reflète plus une sensation, une émotion, quelque chose comme ça. Du coup, je m'inspire un peu de tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand je bouge et tout ça, forcément, ça me donne... voilà, tout ce qui est changement, en fait, ça dans un premier temps, pas m'inspirer du tout. Ouais. À l'inverse de toi, je pense. C'est-à-dire que toi, dès que tu changes de lieu... Moi, c'est les 3 premiers mois quand je change de lieu, quand je déménage, sont les plus inspirants. Ouais. Alors, je sais pas si c'est le fait que je fasse de la musique ou si c'est moi, ma façon de penser, de réfléchir et de créer et d'inventer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus besoin de temps et de me poser, de découvrir un nouveau lieu. Et ensuite, au bout de quelques mois, à ce moment-là, quand je me suis bien fait au lieu et que je me suis vraiment imprégné... de quelque chose, ou alors après des vacances, ben c'est là où je vais vraiment composer. Je vais avoir vraiment du mal à composer en étant en mouvement tout le temps, quoi. Donc toi, tu as besoin finalement, en fait, presque d'emmagasiner de l'inspiration jusqu'au moment où ça va sortir. Ah oui, tandis que... Ouais, non, moi, c'est justement un peu le côté opposé, c'est... Je change, tout de suite il y a plein de choses qui me viennent, donc j'en ai dans tous les sens, et après vient justement une autre étape dont on parlera plus tard, qui est celle du tri en fait. Ouais, mais l'inspiration, non, elle vient de ne jamais vraiment s'arrêter, en fait, d'être en permanence confronté à des lieux, à des gens différents pour qu'il y ait toujours cet aspect nouveau. Mais en fait, voilà. Alors, ce que peut-être toi tu appelles l'inspiration, mais je pense que c'est parce que tu crées en même temps. Moi vraiment, l'inspiration, en fait, elle arrive évidemment dès que je change, dès que je bouge, dès que je vais quelque part. Mais elle se concrétise plus tard. Oui, ah oui, c'est ça. Mais c'est parce que toi, c'est plus abstrait, en fait, dans la musique, de concrétiser tout de suite, alors que moi, je me balade, tout de suite, j'utilise juste mon œil et mes doigts pour faire un cadre. Et pour me dire, c'est comme ça que je filmerais ça, c'est comme ça que j'aimerais voir ça, tel passage et tout ça. Et c'est un peu un espèce de... L'inspiration, en fait, si tu veux en avoir... Pour moi, il faut être un peu ouvert en permanence à ce qu'elle te tombe dessus. Parce que c'est dur de la déclencher, ça se fait, ça existe. Mais c'est beaucoup plus simple d'être, pour moi, en permanence prêt à la recevoir. Ouais. Et donc, arriver dans un lieu direct, et ça. Bam, merde. Ouais, c'est un... Non, regarde, non, c'est pas ça, c'est que ça, c'était le banc sur lequel on s'asseyait, gamin. Et là, ils ont tout coupé. Il y avait un banc qui avait été fabriqué par un paysan du coin.
et avec des planches de bois et tout ça qui avaient été fixées, mais ils ont tout coupé. C'est tout coupé. D'accord. Oh bah merde, Ouais, du coup, je voulais qu'on s'assira pas s'assoie sur un petit peu sur cette pierre, mais Bah bon, non, tant pis. c'est pas, ça va pas faire un très beau décor quoi. Eh ben tu vois, je me sens moins inspiré d'un coup. Et ben voilà, moi Voilà, super. ça m'a pété mon truc là. Ah, ça m'a coupé l'inspiration là. Ah ou alors ça t'inspire de la destruction, parce que voilà, c'est là, quand je te dis qu'il faut recevoir tout, faut surtout pas attendre à ce qui te tombe dans la bouche la chose que tu attends. Oui, bien sûr. Déjà parce que c'est pas de l'inspiration, sinon c'est forcé l'inspiration, et c'est le contraire de quelque chose qui te tombe dessus, c'est toi qui le déclenche. C'est aussi une méthode, hein. C'est pas négatif, mais c'est pas la même chose. Simon, j'ai envie de rebondir moi sur mes œuvres un peu plus concrètement, mais sur mes albums, par exemple les albums que j'ai faits, bon ils sont pas tous disponibles parce que j'en ai supprimé un, mais par exemple chaque album représentait une partie de ma vie et l'inspiration est venue. Par exemple, quand j'ai fait mon premier album, je l'ai terminé à Paris, mais c'est mon album qui représentait tout mon lycée en fait. Je l'ai sorti juste au moment où j'entrais dans mes études supérieures à Paris. Mais clairement, il concrétisait tout ce que j'avais emmagasiné depuis un peu le début de ma vie et surtout de mes années lycée jusqu'au bac, quoi. Oui, c'est ça. C'est voilà. Que finalement, il faut voir aussi les œuvres comme le résultat de beaucoup de paramètres, et surtout l'époque et le mood dans lequel tu étais à ce moment-là, en fait. Puisqu'après, à Paris, j'ai fait un autre album. C'est un album que j'avais fait avec Pierre de Georges. Et quand on a fini Paris, vers le milieu, il est sorti. Et là, pareil, maintenant que quand je suis arrivé à Tours, j'ai emmagasiné, j'ai rien créé tout le début de mon année à Tours. Ouais. De mon année, du coup, c'était 2019, non, 2018, 2019, 2020, je sais plus. 2019-2020, voilà, c'est là. Oui, certainement. Et à la fin, en fait, j'ai produit mon album, dont on avait fait l'interview d'ailleurs sur Fils de Plume. Ouais, Fils de Plume Hazard, on vous renvoie à cette interview. Et maintenant que je suis en Allemagne, je commence un nouveau projet de plusieurs épisodes sur un peu ce que je vis en Allemagne et surtout une concrétisation musicale. Mais même là encore, sur ce projet-là, en fait, je me rends compte que je bosse plus ce projet-là en étant à Tours qu'en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, je filme, je m'inspire des lieux, je m'inspire de tout ça. Et une fois que je rentre à Tours, c'est là où je compose mes morceaux. C'est faux, parce qu'en général, j'ai quand même des pistes qui ont été créées en Allemagne. Mais je suis beaucoup moins inspiré quand je suis en Allemagne, malgré le fait que je fasse plein de trucs. Parce que j'ai besoin d'emmagasiner avant que mon cerveau un peu sature et se dise, ok, il faut que je mette ça sur mon logiciel, sur mon truc. Voilà. Mm-hmm. Mais le moyen, l'outil en fait, qui est moi mon ordinateur pour composer ou ma guitare, c'est un facteur qui joue énormément en fait sur aussi ma créativité. C'est-à-dire que je peux avoir une idée, mais si j'ai pas mon ordi ou ma guitare sous le coude, ça va pas marcher. Oui, alors que moi en fait, même pour de la vidéo, qui est peut-être le format le plus abstrait que je fais, reste le fait que si j'ai un carnet sous la main, je peux bien noter mon idée et j'arriverai à me souvenir à peu près de ce que je voulais faire. Ouais. Et ça me reviendra, quoi. C'est beaucoup plus dur avec la musique si tu peux pas tout de suite faut que tu gardes le thème en tête. Et moi quand j'en faisais, je chantais sur mon portable le thème que j'avais en tête. Mais en fait non, moi ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que même je peux avoir un super thème en tête, un super thème et tout, mais si j'arrive pas à trouver le feeling directement avec mon logiciel, avec mon ordinateur, qui est une fenêtre en général très courte, en fait ça va pas marcher, quoi. Je vais essayer de le rentrer, puis après je vais me dire putain mais ça sonne pas du tout comme j'avais dans la tête, ça sonne pas du tout comme le truc et tout, et ça en fait ça peut me bloquer, ou alors m'inspirer autre chose qui peut être très cool, mais c'est à double tranchant. En général c'est plutôt négatif que positif. En fait finalement ça revient à ce qu'on disait, on va peut-être conclure cette partie là, pour vous retrouver dans celle d'après. Voilà, c'est finalement l'inspiration, elle vient jamais vraiment quand tu le décides, évidemment. Bon, ça, je dis une banalité. Ouais. Et en fait, il faut vraiment être prêt à la recevoir. Donc, en l'occurrence, les fois où il y a une inspiration, c'est bien d'avoir le matos qui nous est nécessaire en fonction de ce qu'on fait sous la main pour pouvoir la noter et tout ça. Et après, il y a certains esprits peut-être plus qualifiés que les nôtres qui arrivent à garder le truc en tête et à le transcrire des jours plus tard. Mais si vous êtes comme nous et que vous n'arrivez pas à le faire, c'est toujours bien d'avoir le moyen un petit peu de noter ou de créer dans l'immédiat pour restituer tout de suite l'inspiration qu'on peut avoir, qui nous tombe dessus à un moment où on n'avait pas forcément décidé. Ouais, évidemment, tout ça, c'est dans des projets purement artistiques, mais j'aimerais juste quand même prendre
avant de clôturer ça, le cas de Fils de Plume, Ouais. quand même, qui est un projet qu'on a longtemps mûri, notamment avec Simon. Alors attendez, parce que j'ai envie de faire une mise en abîme de ce qui se passe. Parce que nous avons le beau soleil, je sais pas si c'est à l'endroit ou quoi, et c'est vrai que... il est où le soleil ? Eh ben il est là. Toi, t'as le C'est soleil, Simon. et moi, dans ma caméra, j'ai le soleil aussi, je crois. Oui, voilà, on a le beau soleil. Ouais, Voilà, parfait. c'est bon. Et je parlais bien évidemment pas de Simon et moi, je parlais du vrai soleil. Ouais. Celui qui est très chaud. Et bref, c'était nul. Mais bref, Ouais. je parlais complètement de Fils de Plume. Et c'est un projet qui a beaucoup mûri, parce qu'avec Simon, on a fait de la radio il y a très longtemps. On avait mis, quand on était au lycée, on avait fait un projet qui s'appelait la K-Radio. Et c'est-à-dire qu'on avait réaménagé clairement une caravane en studio radio, mais Ouais, même cette avec idée-là, on avec l'avait la eu quand MJC, ouais. On l'avait eu quand On l'avait eu cette idée-là après le festival Terre du Son, en parlant avec un animateur de l'Espace Jeune La Fondette, qui était notre association culturelle, qui Ouais. était dans notre association culturelle, et on avait vu en fait des gens sur des festivals qui interviewaient des artistes, et ça nous avait fait un peu trop kiffer. Et du coup, on s'est dit, on veut faire la même chose. Et c'est un peu parti de là, en fait. Mais en fait, je pense que moi, ça me rappelle. L'idée radio. Mais c'est ça, ce que tu me dis, c'est que ça me rappelle en fait que même quand on fait quelque chose de pas forcément artistique, c'est-à-dire la radio en l'occurrence, parce que c'est. Ça vient quand même d'une Voilà. inspiration, quoi. Et ça vient d'une envie de jouer encore une fois un peu un rôle, quoi. Se dire, qu'est-ce qu'on va raconter ? On sait pas encore, mais on a très envie d'en faire. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'être derrière un micro avec des potes, à discuter de choses et pouvoir avoir des jingles, des trucs, toute cette ambiance. Et moi, c'est un peu comme ça que je pense quand je fais un court-métrage, c'est que pour me réveiller le matin, alors que la journée va être très dure, très longue, et que finalement, ça va peut-être pas être satisfaisant, c'est de me dire, je vais jouer à être réalisateur. Et c'est pareil quand je me mets à écrire et tout, c'est vas-y, joue. C'est un petit peu, le costume est trop grand, fais semblant qu'il te va, et au bout d'un moment, en fait, t'auras plus besoin de faire semblant, quoi, pour citer grosso modo Kaamelott saison 6. C'est finalement, on se sent rarement forcément à la hauteur de la tâche, et en fait, t'es obligé d'y croire pour finalement en être, quoi. Je pense que là, Mais Simon, on va tu s'arrêter là, parles parce que je déborde un peu, juste, c'est là-dessus, tu parles plus d'un projet que tu as fait en collectif, mais pas d'un projet individuel. Oui, bien sûr. Oui, là, je parlais Un en projet l'occurrence individuel, c'est quand même toi face à toi-même. Et Oui, là, c'est sûr. c'est une autre chose. Mais je pense que justement, façon, ce on va sera l'aborder une dans la très bonne, prochaine session, ouais. une très bonne transition pour parler du prochain sujet, au coin du feu. Et Simon, alors, nous voici au coin du feu maintenant. On est bien là, hein. Ah, on est bien. Fait meilleur. Hein. Il fait cocooning. Hein. Ouais, attends, je mets une petite ambiance. ASMR feu. Ouais, j'ai l'impression. Excellent. Bref, Bon. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici maintenant au coin du feu Alors, après cette dure ouais. journée? Non, pas dure, mais très sympa en tout cas. Voilà, donc rien à voir. Deux objectifs très différents. Très différent. Non, on se retrouve au coin du feu avec vous pour parler d'une seconde étape, après avoir parlé de la venue de l'inspiration dans un projet artistique, comment l'accueillir et comment faire pour essayer de l'optimiser. On va voir maintenant, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'en fait on a eu cette inspiration, qu'est-ce qui se passe, quelle est la deuxième étape en tout cas pour nous. Comment est-ce qu'on transforme cette sélectionner inspiration en projet, voilà. Comment sélectionner l'inspiration de projet? Et donc je vais commencer par une question pour toi. C'est une fois que tu as justement toute cette inspiration, maintenant que voilà. Alors toi en l'occurrence, on avait vu que l'inspiration, t'es obligé de l'exploiter un peu directement. C'est T'es ça. obligé de passer directement par la phase de production. Mais à quel moment tu transformes ce que tu vois, ce que tu ressens autour de toi en musique? Comment tu Alors fais déjà, ça? faut savoir, je pense, mais ça va être pareil dans tous les arts, j'imagine, que je sors un morceau, mais pour sortir un morceau, j'en ai fait peut-être au moins une vingtaine qui n'ont pas été exploités. C'est-à-dire qu'avant de sortir un morceau, avant même de réaliser vraiment un morceau, ça m'arrive très régulièrement d'ouvrir mon logiciel de musique, de commencer à pianoter, à claviérer. C'est Très 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 mauvais c'est pas grave. adjectif. Mais Et je fais ça, et après, souvent, je ferme le projet et je vais pas le réutiliser en fait. Et c'est là un peu à savoir, est-ce que l'idée est mauvaise de base, ou est-ce que c'est parce que à ce moment-là, j'étais pas en phase réellement avec l'idée que j'avais, avec l'inspiration que j'ai eue. Il y a deux possibilités pour moi. Souvent, il s'avère que j'étais pas en phase, et après j'y reviens quelques temps plus tard, et finalement j'arrive à retrouver des nouvelles idées, mais ça va pas assez loin. Du coup,
je refais le projet et j'y retourne encore quelques temps plus tard. En fait, c'est qu'on a la technique de l'acharnement. Et sinon, il y a des fois. Tu vas à coup d'inspiration parce que mine de rien, ça. t'as vécu d'autres choses entre temps qui t'ont redonné une inspiration. Voilà, donc ça veut pas dire que c'est pas parce que tu pars d'une inspiration à un instant T que tout doit toujours se rapporter à ça. Il faut réussir à vivre d'autres choses Et pour enrichir le morceau, quoi. complètement. Et souvent, là, il y a un moment là qui m'est arrivé. Il y a quelques mois d'un gros manque un peu d'inspiration, enfin pas d'inspiration mais d'exploitation plutôt, parce que j'avais beaucoup d'inspiration, mais je trouvais que tout ce que je faisais c'était de la merde, et du coup ça me dès que j'essayais d'exploiter mes idées, j'y arrivais pas, c'était pas possible. Et c'est là où je veux en venir sur le point de la confiance en soi. Je pense que quand tu as une idée, quand tu as été inspiré par quelque chose, il faut réussir à avoir confiance en soi pour réussir à mener le truc un peu plus loin, pas forcément au stade d'aboutissement, mais au moins pour l'amener là où le potentiel devait aller, tu vois. Ouais. C'est hyper dramatique là avec le feu qui prend d'un seul coup là. J'ai tellement chaud. Ouais, moi aussi. Tu peux t'éloigner légèrement du feu si tu veux. Non mais je m'hydrate du coup. Oui, bien sûr. Oui, donc oui, en fait, c'est-à-dire passer l'angoisse de la page blanche, il y a une autre angoisse qui s'amène, c'est l'angoisse de est-ce que ce que je fais est à la hauteur. C'est-à-dire t'es déjà en phase de prod, en tout cas au stade de la musique, ou en tout cas pour moi en phase de scénario, et tu te dis ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc déjà ça, faut réussir à l'affronter et le vaincre en se disant bah oui, non mais si ça vaut le coup, faut le faire, et si ça vaut vraiment pas le coup pour toi, j'ai peur. si ça vaut vraiment pas le coup pour toi, faut passer à autre chose tout de suite, essayer de rebondir et garder ça de côté. C'est pas pour l'instant, quoi. Moi, je suis un peu comme toi. On utilise beaucoup l'art du recyclage, et là, on peut vraiment en parler. Et ça, c'est un terme que j'emprunte à Ioannis, qu'il a peut-être emprunté ailleurs, mais je suis pas sûr. Qui disait justement, il y a aucune, beaucoup de gens l'ont dit, Ken Kojandi l'a dit aussi, il y a aucune note, il y a aucun travail qui est complètement perdu. C'est-à-dire que peut-être que ça te réinspirera dans 2 ans et tu seras trop content de retrouver ça. Et là, on retrouve un petit peu ce que j'appelle dans la sélection, c'est-à-dire que quand j'ai plein d'idées, je les note toutes. Et après, je me dis, tiens, laquelle m'inspire encore aujourd'hui? Genre 15 jours plus tard, 1 mois plus tard, 2 ans plus tard. Tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait aussi... Et je les enrichis à partir d'anciennes notes qui datent encore d'il y a 2 ans, 3 ans, 8 ans. Et de là, je vais voir s'il y a quelque chose qui se dégage, qui est vraiment au plus profond de mon âme, et ça fait 8 ans que je le travaille sous différents angles. Ou si vraiment cette idée est complètement isolée, faut que j'attende un peu d'avoir remûri, retrouvé d'autres choses pour en faire vraiment quelque chose de concret. C'est là où tu m'amènes sur le fait qu'en fait, entre inspiration et volonté d'aller au-delà de l'inspiration, c'est une sorte de cycle. C'est-à-dire que souvent, tu as des cycles d'inspiration et de noter ou de composer des petits thèmes ou de composer des petits trucs que tu vas pas forcément exploiter au maximum. Mais à un moment où toi, tu vas plus avoir d'inspiration, ou moi, je vais plus en avoir, et bien, je vais ressortir mes vieux projets, ressortir toi, du coup, j'imagine tes vieux carnets, et à ce moment-là, vraiment me mettre dans une dynamique de vas-y, je vais voir ce que je peux en faire, je vais essayer d'aller un peu plus loin, et ça va peut-être débloquer des trucs dans le cerveau, dans le moment présent. Puis avec ce que tu as vécu, comme tu as dit tout à l'heure, forcément, on est en phase un peu plus avec certains projets. Moi, par exemple, y a un long métrage que je veux faire depuis maintenant 7 ou 8 ans que j'ai en tête. Et en fait, à force de le tourner dans tous les sens, je me suis dit, je peux pas le faire tel quel. Et en fait, j'ai repris dernièrement une vieille série, on mettra peut-être des rushs, qu'on a tourné il y a quelques années avec tous ces joyeux lurons, qui s'appelle Jinko. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec cette série, parce qu'actuellement, je la trouve pas pleinement exploitée. Loin de là. Et en fait, en revenant, je me suis dit, qu'est-ce que je peux rajouter dans cette série pour y mettre de la cohérence? Et j'ai pris tous mes vieux carnets, et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais écrit jusqu'ici pouvait rentrer dans cet univers pour peu que je l'agrandisse vraiment. Et en fait, c'est là-dessus on parlait de Ledo tout à l'heure rapidement dans le chemin. C'est ça que j'essaie de faire en ce moment, c'est de voir comment prendre toutes mes œuvres entre elles pour en faire une espèce de très grande fresque. J'en parle très tôt là, ça me fait peur de parler en vrai face caméra de ce truc-là, parce que on est très 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 loin d'un aboutissement quelconque. Mais je travaille à ça, et en fait, faut savoir que 2 idées côte à côte, ça fait pas... Enfin, une idée plus une idée font pas 2 idées, mais 3 idées. Parce que si tu les confrontes, tu vas en faire naître une troisième qui peut être très faible, mais qui va enrichir le tout. Et prenons dans la musique, toi, tu as 2 thèmes ensemble. D'un seul coup, ça fait pas comme si tu avais juste collé 2 thèmes côte à côte. Non. Ça te crée une nouvelle idée d'un 3e thème potentiel qui va relier les 2. Tu vas confronter 2 choses entre elles vont te faire naître non pas l'addition de ces 2 choses, mais quelque chose en plus, quelque chose qui va te redonner un souffle d'inspiration, pour en revenir à l'inspiration justement, et te recréer un move que tu n'aurais pas eu avec juste
en les mettant bout à bout. C'est pas juste ça, quoi. J'aimerais rebondir justement sur ce que. Alors, je vais redire devant le micro. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis là. Toi, le projet, il n'est pas encore totalement concret. Enfin, même, il l'est pas du tout. Très loin de là, oui. Mais dans l'idée, en tout cas, que tu as eue, c'est de réutiliser un truc que tu as fait pour le mettre dans un truc plus gros. Bah, moi, j'ai eu la même chose avec mon album que j'ai sorti, qui était Rose Maness, top, petit instant promo. Je pense qu'on peut mettre des gros panneaux publicitaires. Non? Ouais. On mettra ça et on mettra une photo de hamster. Ok, ça marche. Merci pour le monteur, c'est moi, super, yes, ok. Voilà, c'est ça. Eh bien, super, voilà, très bien. Et bien, tout ça pour dire que quand j'ai fait mon album, au début, j'avais quelques morceaux que j'avais déjà sortis, que j'ai trouvé cool. Et après, j'ai composé d'autres morceaux et j'ai eu la flemme de les sortir. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je trouve qu'il y a quand même une continuité qui se crée entre tous ces morceaux. Il y a des moments, bah voilà, forcément, dans les périodes de vie communes, enfin, en moi-même, je suis plusieurs. Bonsoir. Et bien, forcément, tu as des trucs qui se rejoignent, tu as des points de convergence, et en fait, les mettre ensemble. Mais en même temps, tu me diras, on peut le faire aussi dans à peu près n'importe quelle personne qui crée, a forcément des points communs dans ses œuvres, quoi. Mais les mettre ensemble, ça rajoute une sorte de dynamique et tout, et aussi ça redonne du peps d'avoir déjà un truc un peu concret sur lequel te baser et de l'amener un peu plus loin avec d'autres choses, quoi. Bah, c'est-à-dire que là, pour le coup, je sais pas si tous les artistes correspondent à ça, mais on parle quand même avant tout de nous. Au final, même si on métaphorise tout ça, et c'est évidemment notre propre vécu qui transparaît, nos propres idées, ce qui nous hante, ce qui nous plaît, ce qui nous fait rêver, tous plein de rêves, des fois qui viennent de l'enfance. J'enfonce des portes ouvertes et je te les donne, les portes. Et voilà, sache les recevoir. Et donc, yes. L'idée, c'est quand même de tout ça, même si on prend un petit peu toutes nos phases de vie, c'est d'obtenir à la fin une œuvre cohérente qui touche tout le monde. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre des œuvres qui te touchent au plus profond. Tu vois, là, je pense, du coup, je suis en train d'écrire, j'ai essayé d'écrire une BD avec l'univers de Ledo, justement. Et en fait, j'ai remarqué que le premier dessin que je fais sur Ledo, donc qui est l'œuvre la plus récente que j'ai fait, ce dessin-là, je l'ai dessiné quand j'étais petit, il y a 8 ans, légèrement différent. Enfin, il y a 8 ans. À 8 ans, donc non, même beaucoup plus tôt, en fait. Il y a 14 ans. Et je me dis, bah, c'est fou parce que ce dessin-là, il m'aura vraiment hanté, mais au moins 14 ans, et j'ai pas encore réussi à le caler où je voulais. Je l'ai mis où que possible, et je n'en suis pas encore satisfait. Il y a quelque chose que j'ai pas encore exploité avec. Je dis, bah, ça, je sens que c'est pertinent. Je sais pas si ce sera pertinent à lire, mais je sens que c'est pertinent pour moi d'en parler parce que j'évacue quelque chose qui est pas juste une petite lubie comme ça, mais un truc qui me touche depuis la petite enfance, quoi. Mais alors, en fait, est-ce qu'au moment, par exemple, où tu l'as créé, cette petite chose, est-ce que tu te disais peut-être que plus tard tu allais le réutiliser, ou est-ce que à ce moment-là tu t'es dit non, c'est encore une idée, comment, on en a parlé tout à l'heure, une idée poubelle, hein. Ouais, un truc que tu as encore créé, dont tu viens d'avoir l'idée, et que tu te dis bah, c'est encore un truc que je vais jeter ou que je vais pas forcément utiliser tout de suite. Est-ce que tu arrives toi des fois à déceler un peu des idées potentielles qui ont vraiment du potentiel? Oui, alors moi ça m'est arrivé rarement, et à chaque fois c'est en voyage, pour en revenir vite sur l'inspiration, mais une idée qui te pop dans ton esprit, et d'ailleurs c'est de là qu'est né justement Ledo. C'est il y a un truc où je suis passé à vélo dans un truc, puis j'ai noté dans mon carnet, tiens, ça, clac. Et en fait, c'est toute la base de ma création maintenant, tu vois. Et en fait, déjà à ce moment-là, quand je l'ai noté, je me suis dit, je sais pas ce que je vais en faire. Je savais pas du tout que ça viendrait à ce point-là important, mais je savais que j'en ferais quelque chose. Je savais que c'est un truc qui me parlait, qui d'un seul coup c'est une image qui m'avait. Je me suis dit, ça, je veux vraiment le mettre quelque part. Et en fait, à force d'avoir des images que tu veux mettre quelque part, bah, au final, tu finis par le lier entre elles parce que bah, si tu l'as eu dans le même esprit, donc c'est que ça doit quand même pouvoir concorder, tu vois. Et en fait, tu finis par trouver les liens et te dire, mais cette image-là, ça marche avec ça marche avec ça. Si j'ouvre celle-ci, là, je peux utiliser celle-là. Et puis, t'es là, putain, c'est fou. Mais en fait, ça fonctionne. Tout mon bousin, il fonctionne en soi. Ouais. Mais parce que ça vient d'un seul et même esprit. Même s'il y a 10 ans d'écart, ça vient quand même d'un seul et même esprit. Donc, il y a des choses qui vont forcément se relier, tu vois. Et moi, j'aimerais, du coup, là, on a parlé beaucoup de projets individuels, mais est-ce que sur un projet qui, de base, va demander un collectif, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu te dis, je peux avoir confiance en cette idée-là et la proposer à d'autres gens qui vont venir m'aider, qui vont venir vraiment amener leurs pattes aussi sur le projet? Parce qu'il y a le fait d'avoir une idée, de la concrétiser en tant que réalisateur, mais il y a aussi le fait d'avoir une idée et que d'autres vont se greffer à cette idée-là, tu vois. Toi, tu as été beaucoup là-dessus sur des courts-métrages. Et comment est-ce que tu peux dire, je vais perdre un peu l'authenticité de mon truc parce que forcément, bah, ça va passer par le biais de techniciens, par le biais d'acteurs, par le biais de tout ça?
tu le gères en fait en sachant, en ayant ça déjà en connaissance de cause déjà dans la tête. C'est-à-dire que justement, tu laisses presque des trous. Ah, tu le crées. Moi, je laisse exprès presque des espèces de trous, que ce soit dans la conception visuelle et de ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont apporter des bonnes idées, mieux. Et je me dis, il faut qu'il y ait un peu l'espace. Ça veut pas dire que je l'ai pas prévu. Ça veut juste dire que je sais que si on me modifie ce truc-là, je vais pas chialer, quoi. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire que par exemple, on prend l'exemple du marteau, justement, ce court-métrage. Ouais. Quand j'ai conçu, moi j'avais pensé d'abord à la course-poursuite. Vraiment, c'était mon délire, c'était vraiment faire une course-poursuite avec des mecs qui se battent avec un fusil. C'était un court-métrage en 2 parties, avec une partie vraiment plus dialogue en huis clos et Le une lien sera deuxième dans la partie description. vraiment plus limite un clip un peu. Voilà, c'est ça. Et De course-poursuite. moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait le plus, c'était la partie course-poursuite. Et je me suis dit, bah attends, on va quand même donner un sens à tout ça et faire un huis clos dedans. Et c'est pour ça que le huis clos, toute la partie huis clos a été énormément pensée avec Aurore et avec Ioannis, parce que justement, comme c'était quelque chose que j'avais greffé à ça, j'avais été très attaché au texte, qu'aujourd'hui d'ailleurs je regrette un peu, mais passons. Mais j'avais été très attaché au texte, mais dans la mise en scène, je m'étais laissé assez d'ouverture parce que je savais qu'on allait avoir un chef-op, un directeur d'acteur et tout ça, et qu'on allait forcément qu'on voit autour. Donc je m'étais pas trop en fait, quand t'es réalisateur, enfin, je sais pas pour tous, mais moi, c'est un mood que je veux transcrire. C'est pas forcément de l'image par image, du truc net, du truc hyper précis, hyper calé, mais c'est qu'il y a un mood global qui doit se respecter. Et en fait, justement, c'est tout le boulot que je trouve intéressant, c'est de coordonner toute cette équipe pour que le mood se fasse ressentir. Et justement, quand tu écris ton texte, est-ce que tu te dis, ça me fait chier si les acteurs vont un peu dénaturer ce texte-là pour laisser plus de part de l'impro, ou au contraire, est-ce que tu vas valoriser plutôt ça ou pas? Moi, j'aime bien valoriser ça, parce que généralement, j'écris pas pour des acteurs, mais pour des potes qui aiment jouer. Et donc, j'écris pour eux. Ouais. C'est-à-dire que je sais déjà qui je veux faire jouer quasiment à chaque fois au départ. Et je sais pertinemment que quand je mets telle ligne de texte, je sais qui va la jouer et je sais comment est-ce qu'il va un petit peu la détourner, et je me dis ça fonctionne, et puis si ça fonctionne pas, je le dis, tu vois. Non, après il faut aussi savoir tenir son projet. J'ai l'air de dire t'acceptes tout, non, des fois tu dis non et tu dis tu tiens en texte, point barre, mais ça arrive rarement parce que j'anticipe le truc comme ça et que je fais pas des castings mais que j'écris pour des gens, et donc forcément je suis prêt à ce qu'ils fassent des modifs. Bah oui, parce que je parle en connaissance de cause, puisque quand j'ai tourné avec toi, j'ai un peu de fait qu'à ma tête. Alors, ouais, au début, c'était il faut prendre l'habitude. Tu vois. Moi, j'ai beaucoup tourné, mine de rien, avec toi. Donc, je sais aussi où est-ce que tu vas partir, et je sais maintenant quel type de rôle, justement, je peux te dire là, tu y vas comme tu veux. Ouais. Et quel type de rôle, je te dis, bon, là, tu t'en tiens en texte, quoi. Je sais aussi à quel endroit te dire oui ou non, parce que je sais comment tu vas improviser. Mais tu vois, c'est marrant parce que du coup, tu parles ça, parce que moi, quand je fais de la musique, il y a différents types de morceaux que je compose. Il y a les morceaux que je compose full électro, où je sais que c'est que moi et moi seul qui vais le faire. Il y a des instrus que je compose. Déjà, je me sentirais pas, moi, en tant que créateur d'instrumental, les filer à des artistes et leur dire limite, je vous la vends et vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est pas encore mon mood. Quand je compose, j'ai besoin vraiment d'avoir une relation précise avec les artistes. Je pense qu'on y viendra plus tard, mais déjà dans le stade de l'idée à développement d'idées, ça rentre un peu là-dedans, tu vois. Oui. De me dire, même si l'artiste il va me proposer un texte, souvent je vais être là, ok, il y a pas de souci, le texte, c'est pas je m'en fous, mais c'est que c'est moins mon délire. Je vais être là, par contre, sur la mélodie, sur l'intonation, sur le machin. Je sais que c'est un truc que je réfléchis dès la conception du morceau. Et heureusement, parce que si tu fais une instrumentale et que t'as pas de mélodie en tête, ou que c'est pas possible de caler une mélodie, c'est un peu con. Ouais, non, mais au final, ça se rejoint parce que tu sais qu'il va y avoir une valeur ajoutée qu'il va falloir que tu prennes en compte, mais tu sais où tu veux la mener, mais t'es prêt aussi. Enfin voilà, c'est le juste milieu entre accepter ce qu'on va te proposer et savoir quand est-ce que ça le dénature. Et moi, c'est ça, mais à une autre échelle, en fait, avec d'autres paramètres à prendre en compte. Mais je sais, par exemple, que moi, je suis pas très calé en directeur d'acteur, que généralement, je laisse, à partir du moment où je trouve l'acteur assez crédible, ou en tout cas il me fait rire, ou alors il me fait pleurer, enfin tout ce que tu veux, ça me convient. Par contre, je vais être assez intransigeant sur la mise en scène de cadrage, sur la technique. Ouais. Je sais qu'il y a des choses, c'est parce qu'il y a des choses que je suis prêt à laisser et d'autres non. Et par exemple, le cadrage, ça, je peux pas le déléguer. Je peux pas déléguer le cadrage. Je peux déléguer le fait de tenir la caméra, mais le cadrage, je le délègue pas. Alors que le jeu d'acteur et tout, j'ai tendance à laisser libre. Mais c'est un choix, en fait. Ça, je pense qu'on y reviendra un peu demain. Enfin, du coup, dans la séquence. Dans quelques secondes pour vous. Oui, dans quelques secondes pour vous. Mais en gros, ce qu'on peut retenir sur comment choisir l'idée, comment choisir par rapport à une inspiration ou quoi, en fait, il n'y a pas vraiment de
de choses à choisir, c'est vraiment de se sentir en phase avec l'inspiration et de réussir à la développer et de se sentir en confiance. Parce que, ah oui, non, c'est un point que j'ai pas tant que ça développé, c'est la confiance en soi, vraiment. Je maintiens ça parce que tu peux avoir une idée de merde si tu as confiance en toi et que tu te dis, ok, il y a moyen, je vois le potentiel, je sais où il peut être le potentiel et que tu le développes, et ben il y a complètement moyen. Faut mettre plus d'énergie, faut mettre plus de peps et tout, mais il y a complètement moyen, vraiment. Et justement, j'ai eu un moment, là, il y a un mois ou deux, où je me sentais vraiment pas en confiance en moi et j'ai fait plein d'idées de mélodies, j'ai trouvé claqué au sol, vraiment c'était de la grosse daube. Et là, il y a quelques semaines, je commence à replonger un peu sur ces projets que j'ai fait en décembre, quelque chose comme ça, et vraiment, bah écoute, je suis choqué, c'était pas dégueu. Vraiment, Ouais, j'en ai refait des trucs. Hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, il faut pas oublier que si ça te paraît dégueu sur le coup, ça le sera pas toujours, donc faut pas le supprimer, tu le gardes, et quand tu reviens dessus, et si là tu aimes, c'est qu'il y a quelque chose à exploiter. Parce que quand tu aimes avec du recul, avec du temps, c'est que généralement, ça veut pas dire que c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire avec. Ouais. Et là, on verra si c'est bien. Mais que... faut pas lâcher une idée qui te hante, qui te touche, je trouve. Toi, cette confiance en toi, Simon, est-ce que elle se reflète un peu en, je veux dire, tu le ressens des fois dans cette idée de création, de développement d'idées, un peu cette confiance en toi. Est-ce que des fois elle te freine, ou est-ce que des fois justement si tu as trop d'habits de confiance en toi ou pas assez, moi c'est plutôt en fait, moi j'ai eu deux phases parce que on parle beaucoup de ma confiance en moi, mais en fait je me rends compte que j'ai une énorme confiance en moi en ce qu'il s'agit de je vais le faire. Je sais que je vais le faire, ça va le faire. Je vais arriver au bout de ce projet. Je sais faire les choses, mais je sais pas forcément bien les faire. Tu vois, c'est-à-dire que on prend l'exemple, on peut prendre la radio, on peut prendre le court-métrage, c'est des trucs où je suis très confiant sur le fait que j'écris un scénario, ok, mais je sais que je vais le réaliser, tu vois. Je sais que ça va venir. Et en fait, par contre, plus ça va, plus je me rends compte que je commence à déléguer des parties, des choses et tout ça, parce que je suis de moins en moins satisfait du résultat que j'ai quand je suis un peu seul à la barre artistique et que je me dis, putain, c'est pas ouf quand même, tu vois. Mais je l'ai fait. Tu vois. Et donc, la confiance en moi me permet de faire les choses, mais me permet pas forcément de bien les faire. C'est justement le fait d'avoir un peu un manque de confiance en soi et de s'aider de gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui justement... Voilà, mais là, on rentre de nouveau dans le sujet d'après. Ouais. Mais oui, non, mais pour en revenir, voilà, c'est ça, c'est une idée. Je trouve toujours les idées qui me restent à long terme géniales, point barre. Ok. Mais est-ce que des fois, tu très confiance en l'idée. Sens restreint par le moyen technique, par les moyens techniques, quand tu as une idée? Et des fois, ça peut être n'importe quoi. Je pense pas à ça quand je développe parce que je suis partisan du multi-support et je me dis si tu peux pas faire ça de telle manière, tu le feras autrement. Tu l'écriras, t'en feras un bouquin, tu feras. Mais il y a toujours des moyens de contourner le truc. Je vais te dire, dans le pire des cas, tu l'écris, tu le mets en PDF sur Internet, ça ne te coûte rien, ça ne te rapporte rien, mais ça ne te coûte rien. Donc en fait, il y a toujours moyen d'expulser cette catharsis qui fait que je peux pas faire parce que j'ai pas les moyens. Non, il y a moyen de le faire. Par contre, il faut être prêt à faire des concessions. Numéro 1. Et deuxièmement, non, je pense pas à ça quand j'ai une idée. C'est une idée, si elle est bien, elle est bien. Si elle est pas bien, elle est pas bien. Peu importe ce qu'elle coûtera, tu vois. Donc après, c'est la mise en place. C'est ce dont on parlera après. Mais non, une idée, pour moi, il y a une idée de départ. Si je la considère comme bien, voilà, je la considère géniale. Et jamais je suis bloqué sur la confiance au stade d'idée, au stade des idées. Ok. Parce que moi, ça me bloque beaucoup plus, tu vois. Du coup, comme je te disais. Mais toi, c'est très immédiat, toi. Une fois que tu as l'idée, tu es direct dans le processus. Il faut des mois de développement. Donc l'idée, quand je sais que je vais la développer sur 6 mois, c'est que je sais que je l'aime déjà bien, quoi. Je suis déjà très confiant en cette idée. C'est déjà dans le choix, quoi. J'ai choisi les idées dans lesquelles j'avais confiance. Ouais. Bon, on va peut-être pas tarder à passer à la bière. À la prochaine étape. Ah non, à la prochaine étape. Bah oui, ok, ça marche. Ouais, bah nous, petite bière et puis voilà. Et perso, je crame. Hein. Ouais, moi je suis bien là. Ouais. Mais franchement, ça fait trop plaisir. Je sais pas ce que vous pensez de ce petit plan de ce petit au concept, coin du feu là, mais j'espère que vous aimez bien. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi. C'est pas pour le référencement parce que de toute façon vous serez tous deux à réagir, mais ça nous fait plaisir. Jérôme du 32, tu pensais réagir? Jérôme du 32? Non, 31. 31, qui est là d'ailleurs derrière la caméra. C'est Kevin en plus. C'est Kevin. Ouais. C'est pas Jérôme. Non, Jérôme, c'est le même personnage, mais c'est pas lui. Enfin bref, ça vous saurez dans quelques mois. Bon voilà. Une conception artistique encore. Mais ouais. Mais écoutez, on se retrouve maintenant qu'on a été au coin du feu le soir, en bord de mer la journée.
pas évident à mettre en place, hein, franchement. Non, celui-là, il était assez chaud quand même. Assez chaud. On est Mais vraiment au milieu de justement- nulle part, on est sur une presqu'île de rocher. Mais je trouve que ça va plutôt bien avec le sujet qu'on va aborder, parce qu'en fait, une fois qu'on a eu l'idée, une fois qu'on a eu confiance en l'idée et qu'on a sélectionné l'idée, Ouais. eh bien, il faut la réaliser, cette idée. Voilà, et là, c'est Cette, le plus dur, c'est la mise en place, c'est affronter un petit peu les éléments C'est ça. complètement. humains et naturels et financiers et tout Ouais, ça. c'est ça, c'est vraiment un combat. C'est-à-dire qu'une fois que tu as confiance en toi, que tu as envie de tout donner dans un projet, eh bien, c'est pas évident du tout. C'est Ah pas oui. évident du tout parce qu'il faut se battre, parce que tu as plusieurs facteurs à respecter dans un projet. En général, tu as déjà le moyen matériel que tu as à disposition. Ça, je pense que Simon, tu peux m'en parler un peu plus. Ah bah, c'est-à-dire que ça fait 10 ans maintenant que j'investis dans la vidéo et qu'il y a toujours besoin de plus en fait. Et il manque toujours des choses. Donc bon, on peut essayer de la log, des choses comme ça, mais ça met tout de suite une autre pression quand on est sur ce genre de budget. C'est ça. Donc il faut trouver le juste milieu. Ça se Il y a marre à la les vache, frangins je sais pas, filaires qui sont morts de rire derrière les caméras là. Ouais, c'est ça. Non, mais et d'ailleurs, Simon, ça Ah d'accord, sur ça qui est tombé dans l'eau. ok. D'accord. Dur. Triste vie. Oh putain, mon sac, il est. Oh, ok. Non, il est un peu en équilibre le tien. Allez. Non, mais du coup, Simon, c'est là où je me disais, par exemple, parce que quand on était plus jeune et qu'on faisait des vidéos avec 3 fois rien, au final, on avait presque plus de créativité et plus de liberté dans nos projets, dans nos idées. En Que fait, maintenant, en fait, où je suis on a d'accord. beaucoup de matériel et on a plus de pression, sans doute aussi. Mais c'est à pour cause ça de aussi que je cultive moi cet aspect avoir son propre matos, même si Ouais. c'est un matos qui est bien meilleur qu'à l'époque. Le fait d'avoir le sien et de pas avoir un prêt et donc forcément ou une location, la deadline n'est pas la même, on se l'impose à soi-même et avec les dispos de chacun. Et déjà, on peut se permettre du coup d'essayer. Moi, j'aime beaucoup essayer dans mes courts métrages. Ouais. Je déteste faire juste rester sur mes acquis. Et à chaque fois, les potes en montage ou un truc, ils disent putain, tu pourrais faire un simple champ contre champ. En fait, ça marcherait. Je suis là ouais, mais je vois pas des masses l'intérêt sur un truc où on est complètement libre de pas expérimenter à fond. Donc j'essaye de cultiver cet aspect. Comment dire créatif tout simplement, créatif dans la mise en scène, malgré le fait qu'on commence à avoir du Mais gros budget et tout. Avec le moins de Mais c'était- contraintes possible, c'est-à-dire avec tes contraintes de matériel. Mais c'est de plus en plus difficile de faire passer ça auprès d'une équipe, quoi. De dire, écoutez, je vais faire un truc, je sais pas si ça va marcher, quoi. Et justement, alors. J'en ai 15, 5 jours. Ouais, c'est ça, c'est que bien que tu aies ton matériel, ce que tu fais, ton art des courts-métrages et tout, de séries et tout ça, tu as quand même besoin, un moment, d'une équipe, et c'est là où ton projet passe dans la main d'autres personnes et où justement tu as cette contrainte un peu déjà logistique d'amener tout le monde sur un tournage. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut potentiellement amener une plus-value à ton projet, parce qu'il y a plein de monde et que ça peut créer un engouement, mais aussi être une grosse contrainte parce que t'as pas assez de temps en fait pour faire le projet, parce qu'un tel doit partir à telle heure, un tel doit partir à telle heure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, tu vas tourner une scène, mais peut-être que tu aurais aimé la retourner, mais sauf que ton acteur est parti plus tôt, ou alors ton technicien est parti plus tôt, et tu vas pas la retourner. C'est le plus compliqué, en fait, à gérer sur ce genre de tournage amateur, c'est de toute façon de trouver le moment où avoir tout le monde sous la main. C'est pour ça qu'on ne peut pas tourner plus d'un court-métrage par an. C'est pas une question ni d'argent, ni même de. Enfin, ou alors il faudrait une somme astronomique. Mais pour nous. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on n'en fait qu'un par an. C'est parce que réunir 15 personnes 5 jours d'affilée et tous en même temps, et ça, c'est un casse-tête incroyable. Moi, le marteau, pourquoi on n'a rien refait depuis quasiment? Parce que c'est très dur de mettre en place quelque chose comme ça pour que tout le monde soit présent et au rendez-vous, quoi. Et surtout, est-ce que t'as pas des fois des frustrations? Parce que moi, quand j'ai tourné avec toi, à chaque fois, j'étais pas là pour être réalisateur, ce qui fait que je pouvais me permettre potentiellement de m'amuser un peu plus et tout ça. Toi, t'as quand même ce truc où tu dois gérer tes séquences et te dire, ok, il faut absolument qu'à la fin de la journée, on ait tourné tant de trucs, et quitte à un peu sacrifier l'amusement. Moi, après, ça m'éclate de faire ça. Ce qui m'emmerde, c'est de plus avoir les fous rires, tu vois. Mais c'est autant parce que on a une deadline que parce que les gens sont de plus en plus sérieux et prennent le truc de plus en plus au sérieux. Et je me souviens quand on a commencé tous les deux, mais je pense qu'on passait des heures et des heures à rire pour finalement 3 minutes de vidéo. Ouais. Et maintenant, ça. on rit moins. Mais après, moi, je n'ai pas l'idée que la deadline, le fait de se concentrer, tout ça, moi, c'est quelque chose qui m'éclate énormément de fédérer une équipe. Mais c'est pas pour rien que je continue à le faire. C'est parce que je sors de ces journées, je suis trop heureux, quoi. Enfin, toujours trop heureux, mais c'est pas ça qui me fait chier sur un Toi, c'est tournage. quand même un beau moment. Ouais, de fou. Alors que, tu vois, dans la musique, Ouais, toi, c'est plus compliqué, c'est autre chose. à contrario, c'est plus un mauvais moment, moi, l'enregistrement. C'est pas que c'est un mauvais moment, mais c'est que c'est un moment qui est très dur, en fait. Quand j'enregistre avec des artistes, en plus, je suis hyper exigeant et j'ai toujours l'impression que, forcément, l'impression que le projet m'appartient à 100% et je vais
pas laisser beaucoup de place à l'artiste. Juste j'ai envie qu'il fasse ce que je fais et ça va faire que sur un enregistrement, je vais avoir 300 enregistrements pas de la même piste, mais 300 enregistrements voix. Des fois, je peux même pas assez enregistrer. Mon logiciel, il a pas assez de place. Du coup, je suis obligé de supprimer des rushs audio d'enregistrement d'avant. Ce qui fait que j'ai des sessions. Ça, faut que tu trouves un moyen que ça soit pas le cas quand même. Non, c'est juste qu'il faut que je supprime plus. Bref, c'est pas ça, voilà. Et mais ça me fait des fois des sessions de 6 heures d'enregistrement non-stop. Je me souviens notamment le morceau que j'ai fait avec Arena, How Far I Can Grow. Et celui-là, c'était 6 heures d'enregistrement. Et le truc, c'est qu'elle chantait au micro, c'était son premier enregistrement en studio, et que c'était moi le plus fatigué dans l'histoire. C'est moi qui voulais faire des pauses, alors que j'étais derrière l'enregistrement. C'est vrai qu'en tant qu'ingé son, et en plus en tant que producteur du morceau, j'ai envie que ça réussisse, et je suis hyper focus sur l'enregistrement. Ce qui fait que ça me fatigue énormément. Je suis souvent malade après un enregistrement. La difficulté, alors moi, je suis après 3 jours de tournage, 4 jours, 5 jours, je suis éreinté pour une semaine. Mais c'est pas pareil parce que justement, comme c'est des plus longs, toi tu dis 6 heures, tu vois, 6 heures ça paraît énorme. Pour de l'enregistrement, c'est énorme en effet. Ouais. Mais pour un morceau de 3 minutes. Hein. Mais tu vois, pour un tournage, c'est assez court, 6 heures de tournage. Et juste mais parce qu'en fait, voix. justement, t'as beaucoup plus de pauses, d'arrêts, de stop et tout ça. Vous faites un peu du non-stop. Nous, les pauses, elles sont naturelles, on tourne. Il y a quelque chose qui fait qu'aussi, quand la scène est en train d'être jouée, si t'es pas acteur, t'es clairement en train de la regarder. Tu vois. Ouais. Enfin, tu me diras, toi, t'écoutes la personne chanter, mais t'as moins à être focus, c'est-à-dire que c'est bon, ton plan, tu sais qu'il est en place, il a fonctionné, la scène d'avant, ça a marché. En fait, là, il reste juste qu'à ce que les acteurs réussissent leur texte, en fait. Donc, t'es là, moi, je sais que mon plan, il marche, je l'ai vu dans les scènes d'avant. Bon, là, faut juste j'attends qu'ils arrivent à sortir leur truc correctement. Et donc, c'est pas si fatigant que ça. Puis, la différence aussi, c'est que là, en l'occurrence, tu parles d'enregistrement. C'est qu'une étape vraiment dans la musique, alors que moi c'est le cœur d'un tournage quasiment, d'un tournage, d'un film, de la création, un film tourné. C'est le tournage. C'est le moment qui est le plus intéressant pour moi, et t'as la découverte des lieux, tu t'appropries les trucs, donc faut à la fois penser au cadre, à ça, et en fait tu te reposes toujours de l'un à l'autre en fait. Tu dis j'en ai marre de gérer les acteurs, tu penches sur le cadre, t'en as marre de gérer le cadre, tu te penches sur les costumes, t'en as marre de l'éclairage. Ouais. En fait moi je divise à chaque fois, j'essaie de sauter de l'un à l'autre pour t'as plusieurs activités en fait. Alors que c'est vrai que moi dans l'enregistrement je suis focus sur une voix ou alors une trompette ou alors un enregistrement d'un instrument, et c'est vrai que je vais le faire jusqu'à ce que ce soit la bonne, et je vais arriver sur juste une phrase à avoir 20, 30, 40, 50 enregistrements de la même phrase. C'est pas grave, si elle est pas bonne, je vais la faire recommencer. Hein. De toute façon, je suis là pour ça. Oui, alors que non, mais c'est parce que t'as un boulot qui est par nature un boulot de perfectionniste, parce que les gens vont l'écouter plein de fois ton truc. Moi, un court-métrage, enfin, si ça leur plaît, je veux dire, moi, un court-métrage, les gens, je le regarde une fois, peut-être 2 pour montrer aux autres, tu vois. Ouais. Et une fois tous les 8 mois, si t'as vraiment aimé, tu regardes. Donc en fait, je suis pas à la précision du mot près. Moi, je fais juste gaffe à ce que l'ensemble sonne bien, qu'il y ait la bonne ambiance. Mais je peux pas me permettre d'être aussi perfectionniste sur une phrase, par exemple. Sur un court-métrage comme ça, parce qu'il faut que je pense aussi à la lumière. Enfin, il y a trop de trucs à rentrer en compte. Et Simon, tu parlais tout à l'heure du fait que le tournage était vraiment le cœur de ton projet, mais comment est-ce que toi tu gères la post-production et toute la partie un peu plus production de tout ça? Parce que une fois le tournage il est fait, c'est peut-être le cœur, mais enfin c'est la matière, c'est la pierre, mais si tu veux après il faut sculpter un peu tout ça. Alors moi j'adore la phase de, je vais faire dans l'ordre, du coup j'adore la phase de pré-production, parce qu'il y a toute l'imagination, trouver les lieux, trouver les costumes, penser un petit peu à comment tu veux voir le truc, et commencer et le mieux d'ailleurs c'est même commencer à avoir une musique. Ça j'adore créer des trucs avec une musique dans l'oreille. Donc la phase de pré-prod qui est constituée une bible et tout ça, qui est cet assemblage de toutes les données dont tu as besoin artistiquement pour après te respecter au tournage. Ça me passionne. Par contre, la post-prod, moi, je suis vraiment un gars une fois que c'est fait, j'évacue en fait. Le tournage, et j'ai beaucoup. Une fois que le tournage est fait, j'ai cette tendance à dire putain, ça y est, j'ai réussi. Alors qu'en fait, t'as fait que la moitié du boulot, quoi. Donc, la post-prod, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup tendance à déléguer. Mais je surveille mon rythme en fait quand même. Surtout depuis très récemment en fait. Le marteau, c'est presque le dernier court-métrage que j'ai réalisé comme ça. Maintenant, je vais vraiment penser le rythme différemment sur des projets que vous verrez sans doute un jour. Parce que maintenant, j'essaye de vraiment penser le truc en musique, mais c'est pas de la musique, mais
la musicalité vraiment du montage. Et c'est quelque chose qui m'est venu très tardivement au final. Donc je peux pas vraiment t'expliquer. Je suis vraiment en train de progresser en post-prod actuellement. J'ai pas vraiment. Je suis très loin d'avoir touché ce que je veux faire en post-prod. Parce que le problème, c'est que sur un tournage, t'as tout le monde qui est réuni, alors que sur la post-prod, t'es un peu seul face à ton ordinateur, face à tous les rushs. Et c'est vrai que c'est un travail qui est assez dur. Mais moi, c'est pareil. C'est pareil. Pour moi, j'ai une satisfaction monstre une fois, par contre, j'ai terminé l'enregistrement, que j'écoute toutes les voix qui me plaisent avec l'artiste. Et là, je suis trop content, tu vois, de voir un peu ce résultat, même si c'est pas mixé et tout, mais de voir un peu les différents moods et un peu la matière que je vais pouvoir exploiter. Mais par contre, en vrai, je me fais trop kiffer après sur la post-prod. C'est-à-dire à mixer des voix, vu que c'est des voix que j'ai enregistrées, vu que c'est des voix qui me parlent avec l'artiste et tout, j'ai trop envie d'avoir le résultat fini d'ici peu. D'ailleurs, des fois, ça m'arrive d'aller un peu trop vite sur le mixage et moi c'est l'inverse, de brûler certaines étapes. La post-prod elle dure 1 an quoi, 1 an pour 5 minutes quoi. C'est super long, c'est interminable. Mais parce qu'on n'arrive pas à trancher, puis en plus comme j'essaye toujours, il faut toujours sauver les meubles derrière. Moi je suis vraiment les seules choses que je réalise à peu près bien, en tout cas qui peuvent être faites rapidement, c'est quand on me demande de réaliser pour un projet qui est pas à moi. Mais dès que je suis sur mon terrain, j'essaye des trucs et forcément ça rend rien, donc t'essayes de sauver le truc en post-prod. Mais t'essayes, tu vois. Et à force tu finis par trouver aussi des trucs que personne n'a jamais fait, tu dis ça personne n'a jamais fait et ça rend bien. Bon, c'est 1 sur 10. Ouais. Mais c'est déjà un bon ratio quand tu essayes et que tu dis là j'ai pas de pression. Moi en tournant tes clips, en tournant des trucs comme ça, j'ai découvert des plans que je pensais pas possible et je me dis putain maintenant mais c'est trop bien, je sais que je peux l'exploiter celui-là. J'allais y venir en fait par exemple sur la série qu'on a fait avec Soren, Cocktail Rouge, qui est en gros des clips musicaux un peu hit de l'été. Ouais. On peut le dire. Simon, toi tu étais à la réalisation des clips et Soren et moi à l'enregistrement et à la composition, tout ça, des voix et tout ça, et acteur des clips. Et en fait, ce qui a été assez cool avec ce projet-là, c'est que de base il y a une échéance, c'est qu'il faut qu'il sorte pendant l'été. Oui, voilà. Donc en fait, quand on tourne le clip, il faut qu'il sorte la semaine suivante. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pression. Après, la différence, c'est que moi, je me mets pas la même pression quand on me demande de réaliser un truc, parce que je sais que je vais faire ce que je sais qui va marcher, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais me contenter de faire des plans qui fonctionnent et je sais qu'au montage, ça marchera. Mais je prends pas trop de risques. Je prends l'exemple d'un court-métrage que j'aimerais voir sortir bientôt, où justement je me dis vas-y on va essayer ça, et en fait vraiment là on est en train de se casser la tête au montage, de dire putain ça marche pas, mais il n'y a aucun moyen de le sauver, t'es très con Simon d'avoir fait ça. Ouais. Et après, je l'aurais pas fait sur un de tes clips, ça, tu vois. C'est ce que je sais que je me permets pas ça sur l'œuvre d'un autre. Je me contente de faire le mieux, quoi, le mieux possible. Mais ce qui était pas mal en fait aussi avec cette série des cocktails bleus et cocktails rouges, c'est que vraiment on a tourné le clip et on a dû faire aussi la post-prod dans la foulée. Vraiment à la limite c'était du tourné-monté. On pourrait presque parler de ça. Et après hop on sort le truc et en fait on n'a pas le temps de vraiment terminer les étapes, mais au moins on a un projet qui est abouti et qui est fini à la fin. Peut-être déjà, d'ailleurs ça se ressent, c'est un peu le point négatif, mais mine de rien on n'a pas passé 1 an sur une post-prod ou alors 1 an à préparer le truc, parce qu'en général on prépare tout ça sur 1 mois, quoi. Et puis c'est un exercice de style aussi, parce que c'est parodier les clips de l'été un petit peu avec notre propre patte. Ouais. Et c'est au final, moi je sais que dans ces clips là j'y insuffle pas toute mon âme, j'y insuffle un mélange entre un peu de mon âme, mais aussi beaucoup d'imitation, enfin pas d'imitation parce qu'en l'occurrence j'ai pas de référence, mais d'ambiance que j'ai envie de donner, qui sont pas du tout de moi mais que j'ai envie d'essayer, tu vois. Et donc c'est un exercice de style, c'est quelque chose qui est encore un peu différent, quoi. C'est ça. Donc ouais. Donc en fait pour résumer un petit peu tout ça, c'est que ce qu'il faut, je pense, avant tout quand tu fais un projet, c'est de savoir bien s'entourer, pouvoir s'épauler des personnes. C'est très important. Je sais que des fois sur certains courts-métrages qu'on a tourné ensemble, des fois ça t'est arrivé d'être un peu plus faible, de se sentir un peu moins bien, et donc dans ce genre de cas c'est hyper important d'avoir des gens qui sont là pour te soutenir. Faut savoir déléguer, c'est vraiment la leçon numéro 1. Savoir déléguer et savoir faire confiance aussi aux autres. C'est ça. Parce qu'eux, ils font confiance, sinon ils seraient pas là. Une fois que ton projet, voilà. En fait, c'est simple, à partir du moment où tu fais appel à quelqu'un, il faut savoir avoir confiance en cette personne, quitte à l'avoir un peu aveuglément sur un tournage ou même sur un enregistrement de musique. Hein. Vraiment, savoir dire, ok, cet artiste est là, mais il sait ce qu'il fait en fait. Ou elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Complètement. Mais il faut savoir quand même aussi tenir le point, parce que des fois tu auras plein de gens qui te diront ouais non fais pas comme ça, c'est mieux comme ça. Toi t'as ton idée en tête, tu sais que ça va marcher, faut savoir aussi. On a un rôle de direction. Bah oui, faut pas l'oublier non plus. Technique quand t'es à la direction, faut pas l'oublier non plus. Il faut garder les épaules. Donc savoir garder les épaules bien hautes. Je ne sais pas, c'est ça les épaules. Ouais non ça marche. Non. Je suis pas. Ça me dit rien, là. Savoir mener la barque.
C'est marche garder la tête haute. Garder la tête haute. Garder la tête haute et les Ouais. pieds sur terre, comme une girafe. Ouais, ok, Voilà. carrément. Et oui, voilà, savoir bien mener le truc, mais en même temps se dire, ok, je dirige, mais je peux aussi me reposer sur les personnes avec qui je fais le projet, que ce soit de l'enregistrement jusqu'à la post-production. Oui. Voilà, Complètement. c'est vraiment ça. Et après tout ça, Mais tu c'est as le- l'aboutissement de ton... C'est le plus gros du travail. Hein. Ton Le plus gros travail. du travail dans le tournage de ça, c'est Putain, ça commence à pleuvoir sec. c'est l'entretien, entretenir une bonne relation avec tous ces gens-là qui sont à la fois vos amis et en même temps, à ce moment-là, entre guillemets, vos collègues. Et il faut construire avec ça et réussir à en tirer le meilleur. C'est vraiment le plus dur à faire, mais le plus satisfaisant aussi quand ça fonctionne. C'est tellement, on passe tellement par plein d'émotions en plus sur ces moments de la réalisation de ton projet, de le voir concrétiser quand t'as une instrumentale seule et que d'un coup t'as la voix qui sublime la prod, la production, bah c'est magnifique. Ouais, puis quand tu vois, c'est trop ouais. bien. Puis après tu fais le mix et puis quand là, t'as t'as tout 15 qui- personnes qui sont autour de toi pour faire un truc que t'as écrit comme un Pékin tout seul dans ta chambre, tu vois. C'est ça. Franchement, c'est génial, quoi. C'est clairement une jouissance de ouf. Enfin vraiment. Ouais, c'est super agréable, quoi. C'est trop Tu te trop dis, bien. putain, j'ai trouvé des mecs assez tarés pour me suivre, quoi. Et quand tu fais un gros projet, je sais pas, comme un album, et que tu vois un peu toute la hiérarchie qui se construit, tous les morceaux qui s'enchaînent les uns aux autres, et que t'es là, ah putain, c'est cool. Ah, ça c'est cool aussi. Ah, mais attends, mais ça change, c'est trop bien et tout. Ça fait trop plaisir de voir construire le truc, même dans l'enchaînement des musiques, quoi. Et du coup, bah, pour finir, bah, une fois que t'as ton projet qui est fait, Et eh ben, ben, tu prends la route. Tu prends la route. Ah, On passe à Kerelo, Kerelo, la petite ville, le lieu-dit. le lieu-dit, en Le effet. lieu-dit de Kerelo. Bon, Simon. Encore. Enfin en voiture. Ah bah tiens, Enfin, en voiture. Ah, qu'est-ce que. une route qui a l'air d'être une bonne route. Oui, parce qu'on sait pas exactement où on va. En fait, si on sait où on va, mais on sait C'est pas comment ça. y aller. C'est ça. Mais c'est ça. Mais en fait, justement, c'est une belle métaphore pour parler un peu du sujet. On sait où on va, mais on ne sait pas vraiment comment y aller. Ouais, en effet. Parce qu'on parle maintenant de la dernière phase, des dernières phases un peu d'un projet. Donc on a eu l'idée, on a trouvé l'idée, on a développé l'idée, on l'a réalisé l'idée, et maintenant on doit la publier. Et c'est une chose qui n'est pas évidente en tant qu'artiste, de publier une œuvre que tu as mis, dont tu as mis beaucoup de cœur dedans, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et même, quand est-ce que, Simon, toi, tu définis la fin d'une œuvre? En fait, c'est un petit peu mon problème à moi, c'est que j'ai tendance à définir la fin d'une œuvre à partir du moment où tout ce que je peux faire moi dessus est un peu fini. C'est-à-dire que, mais c'est un souci. Quand on passe à l'étalonnage, à toutes ces choses-là, en fait, je suis déjà Donc à dans la le côté, post-production, à la ouais. post-production. Ouais, on est presque encore dans la post-prod en fait. Enfin, on est dans la post-prod en vrai. J'ai l'impression que, ouais, à partir du moment où il y a vraiment, je peux plus faire le truc moi-même, ou en tout cas, je peux plus vraiment intervenir dedans. C'est un peu, j'ai l'impression qu'elle est déjà finie, quoi. J'ai cette impression. Après, en vrai, En fait, le une vrai fois que toi, moment le où elle est tournage... finie, c'est à la projection test entre guillemets. On fait pas toujours une projection test, mais c'est au moment où je le montre Ouais. à des potes et que je sais que je vais plus le modifier, peu importe ce qu'ils me disent, quoi. Ok. D'accord, donc là, à ce moment-là, tu dis, ok, c'est fini. Et en fait, c'est plus dans les mains des autres. Et à ce moment-là, quand les autres ont dit, ok, moi, mon taf, c'est fini, ben, hop, tu publies. Voilà, exactement. Ouais, bah ouais, mais alors que moi, vu que je suis dans de la musique, et que je fais tout de A à Z, littéralement, de la compo, comme j'ai dit, jusqu'au mixage et au mastering, et le truc, c'est qu'en musique, et même dans n'importe quelle œuvre, il y a la post-production, elle est jamais finie. Ouais. Tu peux jamais te dire, ok, là c'est parfait. Non, un mix par exemple, en musique ou dans n'importe quel film ou dans n'importe quel projet, c'est jamais fini. Tu peux toujours faire plus. Donc il y a un moment où il faut que tu t'arrives toi-même à te mettre des limites. Alors ces limites, ça peut être une contrainte de temps, mais ça peut être aussi te dire, ok, là j'avance plus. Tous les trucs que je fais, c'est du détail, c'est des choses qui n'apportent plus rien, pas vraiment de plus-value, ou pas un truc que les auditeurs vont se dire, ah putain, ok, là c'est trop bien ce petit truc. Non. C'est Ouais. vraiment, quand c'est vraiment que du détail, que toi, pour ta bonne conscience,
tu as envie de le rajouter, je pense qu'à ce moment-là, il faut réussir à se dire ok stop, le morceau, l'album est fini et je vais devoir. C'est drôle parce que nous on a un petit peu le publier. problème opposé à ce niveau-là, c'est-à-dire que toi justement, il faut que tu te forces à te dire stop. Là Ouais. où en fait, moi j'ai tendance, si justement c'était un travail vraiment solo, à dire stop beaucoup trop tôt, C'est ça. à dire allez hop c'est fini, ça y est, ça publie, ça part quoi. Par exemple, Et si c'est on quelque chose prend, en fait, si je le fais pas, c'est uniquement parce que justement j'ai délégué quasiment toute la post-prod et qu'en fait tant que toute la post-prod me dit pas c'est bon pour Mhm. nous, ouais. en fait voilà, et au final je finis quand même par dire allez hop, et je finis par dire à tout le monde voilà maintenant c'est fini. Non bah ouais c'est fini quand même, Ok. parce que sinon ouais si ça tenait qu'à moi ça serait fini. Mais prenons l'exemple de cette vidéo-là, Très vite, de cette émission-là. Toi, par exemple, tu vas avoir peut-être tendance à dire qu'à la fin, quand on va appuyer sur le rec, sur la fin du rec, tu vas dire ok, c'est bon, le projet est bouclé, alors que derrière, il va y avoir plus de post-prod. Bon, là, il se Alors, trouve qu'on fait la post-prod Là, ensemble. en l'occurrence non, Aussi. et puis en plus on a aussi l'avantage de et puis je suis toujours en vrai sur tous mes projets je suis toujours en partie à la post-prod, mais sauf pour Fils de Plume, mais là en l'occurrence c'est différent parce que justement on sait qu'on va le sortir vite, donc ça va. Moi je te parle en vrai, on Il y a sortirait quand même tout- l'échéance du temps. C'est vrai Non, que sur mais- Fils de Plume, on a aussi l'échéance du temps. on sortirait et de les trucs la au bout de 2 deadline. semaines, tu vois. Je serai à fond dans la post-prod. Mais comme je sais que je vais pas pouvoir. Déjà, on a réussi à réunir 15 personnes pendant 5 jours, machin et tout. Je sais qu'avant de réussir à me retrouver avec les gens à la post-prod posés dans les bonnes conditions, avec les rushs réunis et le Ouais. dérochage fait, il va me falloir 4 mois déjà pour réussir à trouver le bon nombre de rendez-vous et tout. Et avoir bouclé ce truc-là, quoi. Donc c'est beaucoup plus distant. Enfin, c'est un boulot qui m'épuise beaucoup plus vite, en fait. Et c'est pour ça que je me repose beaucoup sur d'autres gens là-dessus. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est maintenant que ton projet est fini, Simon. Est-ce que l'action de publier ton résultat fini, qu'est-ce que ça te procure? Quelles sont les différentes étapes pour que tu te dises ok, je publie la vidéo, maintenant c'est bon, ça part? C'est drôle parce que j'étais déjà comme ça au départ, mais plus ça va, plus j'en ai rien à foutre de la publier. C'est-à-dire Ouais, qu'au mais c'est moment dommage. où je la publie, c'est même pas une manière pour moi de montrer aux gens ce que j'ai fait, plus qu'une manière d'évacuer. On aura toujours eu des petites bêtes, des trucs comme ça sur notre tournage. Hein. Elle est très chiante, elle. présente. Elle est... Attends, on était juste à côté d'un champ de vaches aussi tout à l'heure, c'est peut-être pour ça. Voilà, elle se cale, Voilà, super. allez. Bon, vas-y, on continue. C'est pas Ouais, grave. on peut continuer de toute façon. Ouais. Hein. Mais oui, donc qu'est-ce que tu me racontes? Je pense que c'est barré. J'ai zappé. Alors en gros, ouais, ce que je disais, c'est que moi c'est la publication, c'est plus une manière de me débarrasser du boulot, c'est-à-dire une fois que c'est publié, je sais que je peux plus rien faire, tu vois. Ouais. Enfin, je sais que je peux plus rien faire dessus, je vais pas pouvoir le remodifier, le projet ça sert à rien, de toute façon les gens l'ont vu donc ça sert à rien de le modifier. Les gens l'ont vu. Qu'est-ce que tu veux dire une fois? Enfin les gens l'ont vu, les gens ont vu que c'était publié, je peux pas le retirer un jour après en disant attends en fait je vais rebosser les talos quoi. Ok. C'est pour moi c'est voilà, les gens ont vu que j'avais sorti un truc, même si c'est 3 personnes, hein, c'est acté. C'est bon, c'est fini. Et en fait, c'est plus une manière de me débarrasser de ce truc-là en me disant ça y est, je peux enfin bosser sur autre chose, plutôt que finalement la réaction des gens. Ouais. Enfin, la réaction m'intéresse énormément, mais en fait, bon, déjà généralement, ça juste. consiste en 6 commentaires et 2-3 messages privés pour les plus gros trucs. Juste là, clairement, on est en Bretagne. Il pleut, il y a un tracteur devant nous. Je pense que On est pas mal là. on est plutôt. On a plutôt la bonne ambiance. On est là. plutôt en Bretagne. Hein. Voilà. Mais oui, non, mais je vois. Alors c'est marrant parce que moi, je suis dans l'opposé. C'est lent d'un coup. Ouais, Je là, suis dans l'opposé par rapport à toi dans mes projets. C'est-à-dire que une fois que j'ai fini, enfin que je me dis ok, c'est bon, stop, je publie le truc. Déjà, je me dis. Je le publie sans réfléchir, tu vois. Je me dis ok, là c'est bon, stop, je bounce, je fais l'export. Enfin, je bounce, c'est je fais l'export. Ouais. Et hop, je vais directement sur le distributeur et je le mets. Et après, je mets une date. En général, d'ailleurs, pour un album, c'est souvent tu le fais sortir un mois après. Et d'ailleurs, par rapport à mon album et mes singles et mes morceaux que je sors en single, qui sortent juste une semaine plus tard, et ben mon album, j'ai eu des phases aussi de remise en question en attendant la publication, parce que c'était horrible sur les distributeurs. Enfin, vu que quand tu publies une musique, tu passes par un distributeur, et ben tu dois mettre une date, et puis il faut que le distributeur l'envoie aux plateformes. Donc du coup, tu mets une date en général d'une semaine ou un mois. Et moi, à ce moment-là, j'ai mis un mois entre la publication de mon distributeur et la date de sortie. Et en fait, c'était super dur, quoi. Enfin, moi, pendant ce mois-là, j'ai galéré parce que je faisais écouter mes sons à personne. Je devais préparer ma promo, je devais tout ça. Et en même temps, je réécoutais mes sons. J'étais là, putain.
j'aurais pu peut-être mieux faire ça, ou alors ce son-là. Ouais, mais tu sais qu'il faut pas commencer à y Et- retoucher, sinon t'es Non, mais dans je la peux merde, pas. De toute façon, ils passaient, ils allaient vers, enfin, ils étaient en transaction vers les plateformes de streaming, donc je pouvais pas. Mais c'est super. C'était un moment assez dur, puis surtout, j'appréhendais. Mm. J'appréhendais beaucoup. C'était mon premier vrai album, j'ai envie de dire. Et du coup, j'étais là, mais comment est-ce que ça va être réceptionné? Après, comment ça va être c'est réceptionné aussi notre tout le temps. différence, c'est que toi, je considère que tu as déjà sorti une œuvre qui est vraiment une œuvre finie. Là où finalement, moi, même mes courts-métrages restent des. C'est que des phases tests, entre guillemets, tu vois. Il n'y a pas eu de. Je les ai jamais faits pour un public, entre guillemets. Tu les as fait pour toi avant de le faire pour un public. Voilà, je les ai fait pour moi. Non, je mais les ai n'importe fait quel pour l'équipe artiste et tout. Je veux fait, dire, je pense d'abord pour soi avant de le faire pour un ça public. dépend. Après, ça, c'est un autre, À notre échelle, c'est à un peu notre un échelle, autre débat. Mais le. Il n'y a pas la même. Ouais, radar. Mais bon, je suis à la bonne vitesse, c'est bon. Mais il n'y a pas la même. Si tu te fais flasher en direct, Simon, c'est. Il n'y a pas la même chose. Oh ouais, non, mais non. Ça m'amuse pas de me faire flasher tout court, en fait. Hein, même si Non, non, on vas-y, direct, allez, hein. allez. Non, en gros, oui, non, je considère pas avoir vraiment encore sorti d'œuvres que je voulais finies. Parce que sinon, je les aurais fait passer en festoche et tout, tu vois. Ouais. C'est que à chaque fois, justement, je les publie sur YouTube parce que je me dis non, parce que j'ai pas encore. En fait, je m'en fous de la vie des gens parce que moi-même, je suis pas très exigeant dessus. Donc en fait, dans tes œuvres, C'est tu des les exercices, publies, en fait, un peu. tu les publies pour toi sans vraiment réellement prendre en compte le fait que ça peut marcher auprès du public ou alors Bah, que les seules fois où ça je peut l'ai être fait, c'est relayé. encore une fois, c'est pour les œuvres des autres. C'est-à-dire quand j'ai réalisé ton clip et tout, tu vois. Ouais. C'est que là, oui, là, ça m'importe de voir et là, je suis impatient d'avoir des retours dessus, tu vois. Et si on prend l'exemple du marteau, qu'est-ce qui t'a motivé à le publier réellement? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est parce que tu le devais aussi aux personnes qui ont travaillé sur le projet? Ah bah non, bah, moi et les personnes qui ont travaillé, c'est-à-dire justement c'est toute cette équipe, que ce soit tous ceux qui ont bossé, moi compris, je m'inclus Ouais. dedans quoi. C'est un peu c'est un peu la récompense pour avoir travaillé, c'est bah tu vois ton boulot, tu peux le montrer à ta famille, tu peux envoyer, Ouais. tu peux le mettre dans ton CV si tu veux, C'est ça. tu peux tu peux le montrer, c'est normal pour les gens qui ont bossé sur quelque chose de pouvoir le montrer aux autres. Et pour moi c'est c'est pour ça que je publie en vrai, hein. Je publie pas pour avoir du succès mes courts-métrages. Je publie pour ce que et bah pour pouvoir dire à mes cousins, vous avez vu, j'ai fait un truc. Ouais, c'est ça. Ah ouais, on peut voir ça où? Bah vous pouvez le voir, tu vois. Avant on me disait on peut voir ça où? J'étais là en fait vous pouvez pas parce que je l'ai pas publié. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à publier. C'était pas du tout pour le succès ou pour voilà, c'était juste parce que des gens me disaient où est-ce qu'on peut voir tes trucs. J'étais là ouais, c'est quand même con qu'ils puissent même pas les regarder quoi. Non, Donc je c'est dis, clair. ça aurait presque pu être en fait ça pourrait presque être un drive mon machin, tu vois. Je publie pour les gens que je connais, pour les gens que ça intéresse quoi, pas pour avoir du succès. Moi, je vais pas dire que je le fais pour le succès, ce serait Après, mentir, je le fais pour c'est moi gros quand même, de dire mais, succès, mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que toi, il y a quand même l'envie de le partager, quoi. Ah, il pleut fort là. Oui, il y a l'envie de le partager et quand même d'avoir des retours dessus quoi. Ça c'est Et ça, pour important. le coup, c'est beaucoup plus ma mentalité avec Fils de Plume, tu vois. Ouais. C'est que justement, là, je publie en espérant que ça marche un peu, quoi. Enfin, que ça trouve son public. C'est Moi, il y pas a pareil le pour mes truc de courts-métrages. public, mais il y a aussi, des fois, c'est important en tant qu'artiste, quand t'as mis du temps sur une œuvre, de le partager et d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais au moins dans une dynamique de construction en fait. Parce qu'à chaque fois que je sors un son, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on va me dire dessus? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Et des fois, je vais avoir des morceaux qui vont plaire pour des raisons X et d'autres pour des raisons Y, et je vais être là, ah, mais j'avais pas du tout pensé à ça en le faisant. Ah, mais voilà. Le dernier morceau que j'ai publié, c'était une petite balade en guitare et avec très peu d'électro et Ouais. quelque chose de très très calme. Ça avait pas pour but clairement de marcher du tout, mais c'était vraiment pour moi et parce que j'avais envie de sortir un truc un peu hors contexte par rapport à mes trucs d'électro. Déjà, j'ai beaucoup stressé avant de le publier, vraiment, Ouais. parce que ça changeait complètement d'ambiance et je me livrais beaucoup plus parce que j'étais avec mon instrument de cœur, c'est-à-dire ma guitare acoustique, quoi. Et donc déjà, premièrement, voilà, ça m'a fait stresser. Et ensuite, quand je l'ai sorti, les retours ont été très bienveillants et aussi très très bons. En tout cas, de mes proches qui ont aimé, ils ont beaucoup aimé le morceau. Ils ont dit c'était trop cool d'avoir un truc un peu plus calme, un peu plus posé. Et ça fait plaisir. Ah, c'est Et drôle ce que tu aussi, me dis là, en fait, hein, on m'a je- dit. C'était Lançon d'ailleurs qui m'a dit ça et j'ai trouvé l'idée très bonne de resampler ce morceau là pour faire un truc au contraire plus vénère parce qu'il y a vraiment un sentiment de nostalgie dedans et de l'avoir en beat de rap, en instrumental de rap avec une batterie en plus et accéléré et repitché ou quoi.
et bien ça pourrait être grave cool. Et ça, j'avais jamais pensé. Et si j'avais pas publié, si j'avais pas fait écouter, jamais j'aurais eu pu me dire ah ouais, attends, j'aurais pu le sampler en fait, sampler mon propre morceau. C'est trop C'est cool. drôle, moi il y a un truc qui m'a fait tiquer dans ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que t'as beaucoup stressé à la sortie d'un truc, tu vois. Ouais. Et ça, je ne connais pas ça, tu vois. Le stress de la sortie, je ne l'ai jamais, je m'en fous. J'ai une petite excitation à la limite, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, enfin montrer ça aux gens, tu vois, ou à ceux que ça intéresse, ou même pour certains, il y a des gens qui entendent parler, par exemple, de courts-métrages ou de choses qu'on fait pendant des mois et qui disent ah, ça sort quand ton truc, quoi. Donc là, Ouais. j'ai la petite excitation de me dire ah bah eux ils vont le voir, ils vont se dire ah ça y est, c'est sorti, quoi. Mais jamais j'ai de stress, tu vois. Mais t'as jamais, par exemple, tremblé ou légèrement. Moi, ça m'arrive, par exemple, quand je t'ai montré ce morceau-là en acoustique la première fois, avec le clip et tout, moi, j'avoue que je tremblais un peu, tu vois. De peur déjà de le regarder, de l'assumer et de te le montrer à toi ou de le montrer à un public. Ah bah moi quand je Moi, j'ai montre- montré à quand- mon père ou à toi, à chaque fois, pour ce morceau-là, en tout cas, et ce clip-là, j'ai un peu. J'étais pas serein. Ah ouais, moi, tu vois, Je tremblais un peu. Non, alors ça m'arrive quand je veux montrer un truc que j'ai fait. Non, gamin, ça m'arrivait plus parce que j'assumais moins ce que je faisais. Mais là, maintenant, ça fait des mois que je bosse sur chaque truc que je publie ou alors, bon, il y a Fils de Plume aussi, Mhm. mais sinon, ça fait des mois que je bosse sur chaque truc. Non, je suis pas stressé, tu vois. En vrai, Ouais. non, moi, ma plus grande peur, c'est que quelqu'un se tourne vers moi et me dise j'ai pas compris. Tu vois, genre. Ah oui. C'est même pas une peur, c'est juste de me dire ah bah merde, tu vois, bon tant pis. Mais non, je suis jamais stressé, j'ai de l'excitation, je te dis, quand ça fait longtemps, bah évidemment, tu sais, ça fait un an que t'attends de montrer quelque chose, t'es excité, tu vois. Mais j'ai jamais de stress, jamais de peur, tu vois. Non, ça c'est pas. Non, moi j'ai peur d'être déçu de mon propre résultat, mais à partir du moment où je le montre à quelqu'un, je m'en fous du. Enfin, je m'en fous. Je suis trop heureux quand ça plaît. Mais du Mais coup, si ça plaît pas à quelqu'un, bon bah tous les goûts sont dans la nature. Et puis j'ai envie de te dire, si ça plaît à personne, bah au moins moi je me suis éclaté à le faire, quoi. moi, il y a un truc qui est très important et que j'ai pas mal appris aussi avec Fils de Plume, mais notamment avec Soren, c'est la partie promotion et Parce que mettre ça, en je forme, maîtrise pas du tout, moi. mettre en forme un rendu sur ton œuvre en fait, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que tu as publié les trucs, même les teasers et tout, c'était à chaque fois pas toi qui les faisais, ou tu prenais pas forcément ça en compte. Toi, Non. tu fais ton œuvre et après les autres ils se démerdent à la réceptionner comme ils veulent. C'est un peu, des fois, Bah, c'est moi, un ça peu comme m'amuse. ça que tu. Ça m'amuse T'avais de faire une mentalité, tu vois. Alors moi si les teasers je les fais mais pour des très 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 gros projets, tu vois. Genre Ok. pour le marteau ou pour Jinko, tu vois. Le teasing un petit peu que je l'ai un peu fait. Mais par contre je sais pas faire de com. Moi limite je partage sur Facebook Ouais. éventuellement, tu vois. Mais là-dessus je suis vraiment ouais très très naze. Par contre j'aime bien quand je dis teaser, j'aime bien quand même m'amuser. S'il y a un teaser qui est fait vidéo, j'aime bien avoir un regard dessus, quoi. Au moins un regard. Ok. Parce que je considère que le teaser c'est une mini-œuvre ou une mini-manière de parler de ton œuvre. C'est pas de la com, c'est pas juste partager, envoyer des messages à plein de gens et tout. C'est pas le même exercice pour moi. Oui, parce que moi vraiment j'ai pris conscience de ça, ton œuvre elle pourrait être la plus belle et la plus réussie possible si tu sais pas la communiquer ou la vendre, ou enfin pas la vendre mais au moins faire en sorte que les gens puissent se dire oh cette œuvre existe, c'est-à-dire en la voyant notamment sur les réseaux sociaux, ton œuvre n'existe pas, elle ne sert à rien. Moi c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Ah ouais, alors que moi non, pas du tout. Mais parce que moi je vois pas une œuvre comme forcément le truc qui doit être accroché au Louvre, tu vois. Tu peux le croiser au détour d'un chemin en fait. C'est que tu vois, quand tu veux aller voir des œuvres d'art, tu vas au Louvre, tu vas dans un musée. Tiens, clac. Moi mes œuvres je les vois pas dans des musées ou dans des trucs où tu y vas exprès. Mais comme putain il est beau ton papier peint. Ah ouais là, ah putain en fait tu l'as vachement. T'as choisi le truc, t'as agencé le machin, tu vois. Je sais pas, les gens tombent par hasard sur quelque chose qui est presque de l'art ou pas, tu vois. Moi je vois ça comme des espèces de grands albums souvenirs sous forme artistique, tu vois. Et que derrière, bah, les gens le voient ou non. Moi ce qui m'intéresse c'est que les gens qui aient envie de le voir puissent le voir. Mais ok, d'accord, parce qu'en fait la promotion, il y a aussi, je trouve qu'il y a un truc artistique derrière la promotion. Ah, C'est mais, intéressant et de trouver des nouveaux concepts un peu de promotion, que ce soit non, par mais là, le biais de jeux, par le biais de tout on joue ça. on joue un peu tous les deux en allant d'un extrême à l'autre pour qu'il y ait un petit peu de discussion, un peu de débat. Mais évidemment, moi je suis d'accord avec ça. En fait, le problème avec la promotion, c'est pas que j'aime ou j'aime pas. C'est que je sais pas faire ça et que ça m'intéresse pas de le faire. Ok. Mais par contre, je suis très heureux quand un pote veut bien s'y coller. Là, justement, sur Fils de Plume, c'est génial d'avoir Soren et toi. Enfin, Soren qui dirige Surtout le Soren, truc. ouais. Et toi qui fasses quand même quelques stories, des choses et tout ça. Parce que là, je partirais tout seul en vacances avec des gens qui font pas Fils de Plume, on ferait une émission. J'aurais pas fait une story.
Si, Ouais. d'ailleurs, ça m'est arrivé d'en faire. Et dans ces cas-là, j'en fais même pas. Je fais une vidéo sur mon portable que j'envoie à Soren et c'est lui qui fait la story. Ouais. C'est Et on moi, rien dit- que rajouter un titre, je sais pas faire ça. Oui, c'est vrai qu'on Je me dirait suis un jamais peu penché là-dessus. un daron sur les réseaux sociaux des fois. Ah, moi, je. Mais c'est rigolo. Les stories sur Ça me Insta fait et tout rire. ça, je sais vraiment, je maîtrise pas du tout. Moi, je ne sais que consulter. Ouais. Je pourrais m'y pencher, mais vraiment, ça m'intéresse pas, quoi. C'est pas, Non, mais c'est pas la partie qui m'intéresse. Écoute aussi, c'est pour ça qu'il y a des chargés de communication. Et C'est pour ça qu'on divise et de les tâches. promotion. Ouais. Mais en tant qu'indé, pour moi, je me sens. Je suis obligé d'être sur tous les fronts. Hein. Je suis obligé d'être sur tous les fronts. Et si je veux un minimum que ma musique puisse avoir de la portée et toucher les gens, et qu'ils aient au moins connaissance de ce que je fais, je suis obligé aussi de me coller un peu à de la promotion, à de la demande de partage, à tout ça. Mais toi, Et ce qui est c'est vrai intéressant que- dans ton œuvre, c'est justement que tu fais tout, déjà. Ouais. Mais Ouais. que toi, tu peux produire à plus grosse échelle, justement. Comme tu peux tout faire tout seul. C'est que moi, même si je maîtrisais tous les stades de la vidéo, il me faut quand même 10 personnes le jour où j'en fais une, tu vois. C'est que je peux pas et tenir la caméra, et être acteur, et être au. Tu sais ce que je veux dire? À part C'est si que toi, tu peux t'appelles produire un son seul. Xavier Dolan. Non, mais. Non, mais je veux dire, à partir du moment où je suis acteur, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière la cam et vice versa. Oui, C'est sûr. qu'il y a. Je ne peux pas, par nature, je peux pas faire cet art seul. Ou alors je serais youtubeur en face cam. Mhm. Ou alors vraiment je ferais des courts-métrages vraiment pas intéressants d'un mec qui boit son café, quoi. C'est moyen Je intéressant. passerais 3/4 d'heure à faire l'image et la mise au point et tout ça sur un truc parce que je fais des allers-retours. Donc non, j'ai besoin de monde. Donc à partir du moment où j'ai du monde, bah autant déléguer à des gens qui sont meilleurs que moi tous les postes, y compris la com, y compris la post-prod. C'est des choses sur lesquelles j'admets complètement que j'ai d'énormes lacunes, mais ça me gêne pas, tu vois. Je ne pas D'accord. parce que je le confie à d'autres. Bon bah voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question et que on se dirige Ouais. tout droit vers la fin de. De cette vidéo, de ce petit t'essayes périple. vraiment de faire du champ lexical du voyage. Ouais, mais c'est assez bon, vaste, quoi. écoute, Là, c'est assez, On fait les transitions comme on peut. Hein. champ lexical, mou. Non mais j'espère en tout cas que vous avez aimé Ce format, ouais. ce format et que ça vous a plu de nous suivre un petit. Waouh, l'odeur de Bretagne est présente. Ouf, oui, ouais, non, mais c'est pas la Bretagne là. C'est ça. Non mais bref, en tout cas, j'espère que voilà, vraiment ça vous a plu un peu de nous suivre sur ces quatre petits coins pour parler un peu de ce qui se passe quand on crée une œuvre, quand on la publie, quelles sont les attentes, les contradictions des fois qui peuvent s'opposer dans nos réflexions. Bien entendu, Tout toujours de notre point de vue. Hein. C'est vraiment C'est notre expérience personnelle. Hein. On n'en fait pas Ouais. une généralité, mais Évidemment. Mais voilà, il y a du stress, il y a et surtout il y a aussi des différences entre que ce soit le support, c'est-à-dire moi la musique et toi le cinéma, mais aussi même mode de mentalité oui, dans toute cette chaîne un peu de création. oui, complètement. Donc, en tout cas, nous, si vous êtes créateur de contenu, artiste, ce que vous voulez, mais on est carrément chaud d'avoir aussi vos retours là-dessus. S'il y a des choses qui vous ont parlé, ou au contraire, si vous avez eu des points de vue différents, n'hésitez pas Oui, et puis même. à réagir là-dessus. Et quoi. puis même pas seulement en commentaire, en fait, si vraiment ces formats-là vous intéressent et que vous aimez Fils de Plume et que vous aimez créer, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour nous proposer des choses, parce que nous, c'est aussi notre but, c'est de montrer des petits artistes et d'essayer de faire plus ou moins leur com avec le modeste nombre de vues qu'on peut avoir. Oui, c'est sûr. Mais au moins, c'est de créer le format qui puisse, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, être partagé. C'est vous interviewer et vous interroger sur votre manière de vivre les choses aussi. Complètement. Bon, bah écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et que vous avez avec nous passé un agréable moment. Allez, bisous. Jingle. Ah non, jingle. Ça y est, on y est. Hein. Ouais, putain, jingle.